Bonjour tout le monde, ici Steve Jean, bienvenue à Québec Mountain Bike Podcast, le balado québécois dédié au vélo de montagne. Aujourd'hui, je suis super excité. Ça faisait longtemps que je cherchais à avoir avec moi une personne, un rider qui roule professionnellement sur le circuit de la Coupe du Monde, puis ça donne qu'on en a un à Bromont. Ça fait qu'avec moi aujourd'hui, j'ai Tristan Lemire. Salut Tristan. Salut, très content d'être ici. Merci, merci beaucoup. Tellement heureux que tu as accepté mon invitation, yes, c'est super. Tristan, pour les gens qui ne connaîtraient pas, est-ce que tu voudrais te présenter un petit peu? Ouais, Tristan Lemire, comme tu as dit, j'ai 19 ans, j'habite à Montréal et j'ai grandi à Montréal toute ma vie, mais j'ai tout le temps été proche de Bromont pour faire du vélo. Et avec la famille, on a un pied à terre à Bromont, donc je passe la majorité de mon temps là-bas à m'entraîner, l'été, l'hiver, quand je suis pas blessé, malheureusement, là, je suis blessé, donc pas trop de ski ou de fat bike, quoi que ce soit cet hiver, mais exact. Ça fait que là, tu roules professionnellement, mais en même temps, tu vas à l'école, puis 2023, c'était ta première année élite sur le circuit de la Coupe du Monde en downhill. Oui, c'est ça, en downhill, exactement, en DH, ouais. Et ouais, exact, je roule professionnellement, je fais encore des cours à distance de cégep. Je suis un peu au ralenti, mais j'en fais encore, j'arrête pas. Je pense que c'est bien de continuer, puis moi je trouve que ça m'aide mentalement de faire quelque chose d'autre que juste m'entraîner pour un tel but, le DH, les courses. Et avec les blessures et tout, c'est tout le temps cool d'avoir une balance un peu dans ce que tu fais dans la vie, je trouve personnellement, mais ouais, exactement, c'est ça, je fais des cours à distance. Sinon clairement le focus principal en ce moment dans ma vie, c'est le vélo. Tu sais, j'ai l'opportunité que j'ai, puis il y a beaucoup de gens qui rêvent de cette opportunité-là, dans les faits, de participer à des Coupes du Monde, et je veux pas manquer ma chance. Donc c'est ça, j'en profite vraiment pleinement, je m'entraîne, puis je mets tous les efforts que je peux possiblement mettre pour que ça réussisse. Donc voilà. Et c'est arrivé comment ça dans ta vie, le vélo de montagne, puis cet amour-là pour le downhill, tu sais, le vélo de montagne, ça fait longtemps, dans les faits, ça fait beaucoup d'années. Puis ensuite, c'est ça, on va en parler clairement, mais je dirais que c'est un peu une échelle. Tu sais, année après année, il y a eu de plus en plus d'opportunités qui sont venues à moi dans mon sport, autant dans le vélo de montagne que tout simplement dans la course aussi. Et c'est ça, une question que tu m'avais posée tout à l'heure, je m'en souviens. Tu m'avais dit, tu sais, c'est quand que tu as décidé, OK, là, je vais vraiment y aller, tu sais, professionnellement et tout, puis il y a pas vraiment de moment dans les faits. Tu sais, c'est toutes des opportunités qui sont arrivées à moi peu à peu, puis ben, je dirais peut-être le jour que j'ai signé pour commencer le mock-off, tu sais, j'étais tout jeune, mais j'avais signé pour la plus grosse équipe au monde dans les faits, et j'étais là, j'avais 15 ans, et je me disais, waouh, comme l'an dernier, je pensais pas, tu sais, être ici à ce moment-ci, mais surtout, tu sais, il y a 5 ans, quand j'avais 10 ans, je commençais à faire des courses de vélo. Je m'attendais jamais 5 ans plus tard à être roulé pour la plus grosse équipe au monde. Puis on dirait que vu que c'est juste venu comme ça, tu sais, ça, comme quand tu sais, événement après événement, je m'en rendais pas nécessairement compte, mais tu sais, à un certain moment, quand tu prends du recul, puis tu te dis waouh, je suis rendu ici avec, tu sais, voici le progrès que j'ai fait. C'est vraiment impressionnant. Puis tu te dis, tu sais, malgré que t'as des moments qui sont difficiles, tu sais, tu te blesses, tu roules pas comme tu veux, tu fais des mauvais résultats ou quoi que ce soit, t'es quand même là, tu te dis waouh, ce que je fais, c'est quand même très bien, puis moi, tu sais, kid de 10 ans, il y a 5 ans, ben je serais très fier de moi, donc ça, souvent, c'est cool de prendre du recul comme ça un peu, mais pour revenir au début de vélo montagne, donc ma mère, elle vient de l'Alberta, mon père, il vient d'ici, mon père, il a joué au hockey, tennis, golf, toute sa vie, ma mère, elle faisait du ski, puis elle était prof d'anglais ici à Montréal, et donc personne n'a jamais fait du vélo montagne, mon père, il était pas trop dans les montagnes et tout, il habitait à Montréal, et voilà, c'est ça. Donc, en fait, mes parents, ils m'ont amené à faire du ski quand j'étais très très jeune. J'ai commencé à skier à 2 ans, comme presque tous les kids dans le coin du Québec, tu sais. Et là, c'est ça, on est allé au parc aquatique l'été à Bromont. Je pense que j'avais 5-6 ans. Et avec mon père, on avait vu les gars en DH. Tu sais, le parc aquatique à Bromont, en fait, est à la base de la montagne, donc tu vois tout. Puis tu peux monter, il y a des luges de montagne, donc tu montes dans la même chaise qu'on monte en DH. Et je pense qu'on avait fait même un coup les luges. Et là, j'avais dit à mon père, waouh, c'est quoi ça? Ça a l'air vraiment cool. Ils font du vélo de montagne. Et mon père, il savait c'était quoi forcément, mais il avait jamais vraiment fait du vélo de montagne avant aussi. Donc, on s'est dit, ouais, ça a l'air cool, on va essayer ça le week-end après. Donc, le week-end prochain, on s'en va en vélo de montagne. Tu sais, moi, je m'en souviens plus vraiment, mais mon père, c'est ça qu'il me disait, le premier coup, tu sais, j'ai tombé, je sais pas combien de fois dans la même run qu'on a faite. Puis, on avait loué des vélos en bas de la montagne, puis c'est ça, j'avais vraiment de la misère, mais on avait quand même aimé ça, malgré tout.
Donc, ça qui était cool aussi, les deux, on aimait ça. Donc, on est retourné. Et là, ça, c'est en fin de saison. Ça peut-être septembre, octobre. L'année d'après, on a dû en faire peut-être 10 fois au courant de l'été. Après ça, l'année d'après, bon, j'ai acheté un vélo. Et là, tu sais... Et tu sais, c'est ça. Comme ça, dans les faits, ça l'a monté. Année après année, de plus en plus de vélos. Puis, éventuellement... Ça l'a fini par... j'étais au Dirt Camp. Je sais pas si tu connais le Dirt Camp. Ben absolument, ben oui. Ok, c'est ça. Ben oui, tu connais le Dirt Camp, c'est ça. Donc, j'étais au Dirt Camp. Peut-être, je pense, 3 années que j'avais été au Dirt Camp. Et après ça, j'étais rendu trop vieux. Et aussi, trop vieux puis un peu trop bon. Je veux pas que ça sonne cocky, mais j'étais rendu meilleur que tous les coachs et tout. Donc, j'allais juste rouler. Je m'étais fait des amis. J'étais tout jeune. J'avais peut-être 13 ans. Et, tu sais, tous mes amis étaient beaucoup plus vieux que moi parce qu'il y avait personne de mon âge qui faisait du vélo montagne comme moi. Donc, tous mes amis, tu sais, il y avait 17, 16, 18 et je m'en souviens, j'allais à Bromont, tu sais, parfois même, ils me conduisaient à Bromont, je passais la journée avec eux, puis je retournais chez eux ensuite, mes parents me ramassaient chez eux, tu sais, sur la rive sud ou quoi que ce soit, puis j'avais pas de téléphone et mon père, il textait mes amis pour avoir des nouvelles de moi au courant de la journée. Mais ça, c'était drôle. C'était cool, tu sais, on aimait, moi j'aimais mes amis aussi, faire du vélo montagne, donc on allait, tu sais, dès qu'on pouvait aller rider, puis tous ces amis-là, ils roulent plus ou moins maintenant, mais ouais, c'était vraiment une belle époque aussi. Je prenais beaucoup le bike bus. C'était Dirt Camp qui organisait un service de navette de Montréal à Bromont durant les week-ends. Ah, wow. Donc, mes parents, ils me droppaient au Sport Opus ici, à Longueuil. Okay. Ou ici à Longueuil, l'autre bord à Longueuil. Ou au Martin Swiss à Montréal. Puis c'est ça, c'était un service avec le bus Dirt Camp. Puis on allait à Bromont, puis on retournait. C'était des belles années. C'était super cool. Hey. Est-ce que tu te rappelles la première compétition de downhill que tu as faite? Donc, j'ai fait un peu les B-Max. Quand j'étais jeune, j'avais peut-être 10 ans. Et c'est ça le truc aussi, tu sais, j'ai commencé à faire du vélo montagne. Ensuite, j'ai commencé à rider de plus en plus. Puis, j'étais de plus en plus à Bromont. Et là, j'avais tous mes amis qui étaient plus vieux que moi. Et eux, ils avaient l'âge de pouvoir courser les Coupes Québec. Ah oui. Et ça, c'est dans le temps que t'avais All Z, t'avais toutes ces courses-là. Même, tu sais, Camp Fortune. C'était dans le temps que les Coupes Québec, c'était cool. Puis, c'était cool. C'est encore cool, mais c'est dans le temps que il y avait beaucoup d'inscrits. Et c'est ça, moi, j'étais trop jeune pour courser. Oui, il y avait une limite d'âge. Là. Ouais, c'est ça, limite d'âge, j'étais cadet, donc j'étais beaucoup plus jeune que cadet. Et les B-Max, par contre, je connaissais très bien les organisateurs en ce temps-là, surtout Laurent Saint-Cyr. Et lui, il me laissait courser, même si j'avais pas nécessairement le droit, je pense, dans ce temps-là, de courser les B-Max. Donc, ça, B-Max, c'est quoi? Fait que B-Max, c'est des courses locales à Bromont. C'était tout le temps le bas des pistes. Donc, tu sais, c'est des courses de peut-être 1 minute et demie, 2 minutes. OK. Principalement pour les jeunes, donc, c'est ça. Ouais, mais pour tout le monde. Tu sais, pour tout le monde, t'avais des catégories différentes. T'avais Elite, t'avais tous les gros, okay. Les gros gars de DH, de Bromont, Hugo Langevin, John, Sam et Phil Ricard. Tous ces gars-là, ils coursaient ces courses-là. Et ça, c'était super cool. C'est un événement d'une journée, tu sais, pratique le matin, course l'après-midi. Vraiment tranquille, mais c'est un bel événement. C'était comme une style Fat Wednesday à Whistler, tu sais, des petites courses locales qu'ils font dans les bike parks. C'est vraiment, vraiment cool. Et fait que j'ai fait quelques de ces courses-là. Puis c'est tout le temps tu sais, ils me donnaient des exemptions. J'avais pas nécessairement le droit. J'avais pas vraiment de catégorie, tu sais, mais peu importe, c'est cool. Et ensuite, au mois d'octobre, je pense en 2015, si je me trompe pas, j'ai décidé... en fait, j'ai appris qu'il y avait le circuit Eastern States Cup dans l'Est des États-Unis. Donc, je me suis dit avec mon père, cool, allons faire une course. Et là, finalement, il y avait une catégorie de mon âge. Et finalement, j'allais courser contre des gens de mon âge. J'avais 10 ans à ce moment-là. Et j'étais dans la catégorie, ça c'était en 2015, je m'en souviens encore, j'étais dans la catégorie 14 ans et moins. Donc, j'étais le plus jeune de ma catégorie. Mm-hmm. Et j'ai coursé contre des gars qui sont plus vieux que moi, qui ont fait des très bons résultats et qui étaient déjà connus, qui étaient déjà reconnus pour être des bons riders, des bons courseurs. Donc, c'est ça, moi je m'en souviens, j'arrive là-bas, j'avais mon miniature DH extra small, 20 pouces. J'étais miniature et j'arrive là-bas, la piste la plus tough que j'ai ridée de ma vie, à Mountain Creek. C'est vraiment des grosses roches là-bas, il y avait pas beaucoup de terre. Pis la piste, il y avait comme un rock garden d'1 minute et demie de long, littéralement. Et j'avais jamais roulé quelque chose comme ça. J'étais tombé plusieurs fois durant le week-end, mais on avait fait des qualifs, j'étais arrivé peut-être comme 3e. J'étais genre, wow, ok. C'est pas si mal quand même. C'est première course à vie contre des gens de mon âge et tout. Et là, le lendemain, j'avais fait une bonne run en course, puis le gars qui allait sûrement me battre était tombé. Et là, j'avais gagné la course. J'avais 10 ans, dans une catégorie 14 ans et moins. Puis personne me connaissait, je parlais pas vraiment anglais. Et c'est ça, je m'en souviens, j'étais là, je suis moi, ok, je suis quand même bon, peut-être en DH, tu sais, j'ai 10 ans, je vais faire une course que je connais personne là-bas, première fois là-bas et tout, dans le bike park, puis je gagne la course. Donc, c'est à ce moment-là que je me dis, ok, j'aime ça faire du DH,
Mais la course aussi, c'est le fun, tu sais. Quand, tu sais, c'est, wow, je viens de gagner ma première course, c'est quand même cool. Donc, l'année d'après, j'ai continué à courser, continué à faire les Eastern States Cup. J'avais toujours pas le droit de courser au Québec. Ah non, ou cette année-là, c'est ça, j'avais pas le droit de courser au Québec. Donc, j'ai fait des Eastern States Cup tout l'été. Puis, tu sais, une chance que j'avais accès à ce circuit-là, ça m'a vraiment aidé dans ma progression, bien évidemment, tu sais. Je pense que c'est cool. Je pense que c'est une certaine chose d'être bon en DH et de rouler vite, mais ensuite d'être bon en course. Et tu sais, d'être capable de rouler vite en course, c'est une autre affaire complètement différente. Donc, c'est important d'avoir accès à des courses quand t'es jeune pour apprendre à courser. Parce que là, il y a tout l'aspect stress, la préparation mentale. Stress, préparation mentale, tu sais, des choix de lignes différents. Puis l'aspect que t'es pas nécessairement là à faire un lap de bike park avec tes amis. Tu sais, t'es tout seul en haut contre une horloge, tu sais, quand t'es contre une horloge, contre la montre, tu sais. Puis quand t'es jeune, c'est différent. Puis ça peut... Bon, tu sais, on n'est pas habitué à ça quand on est jeune. Ben oui. Et, mais en tout cas, donc j'ai fait une saison complète de ça. Et là, bon, tout, tu sais, ça s'est bien passé. Je m'étais fait des amis un peu là-bas et je coursais tout le temps contre les mêmes gens. Et ensuite, en 2017, j'avais eu une exemption pour pouvoir courser les Coupes Québec. Donc, j'étais plus jeune et je coursais dans la catégorie cadet. Donc, c'est cool. Il y avait quelques Coupes Québec, mais peut-être 2 ou 3. Continué à faire les Eastern States Cup. Et là, cette année-là, j'avais été au BC, courser les championnats canadiens puis le Kids Works à Whistler. Ah oui. Donc, c'est comme, en fait, c'est le Crankworks à Whistler, c'est l'événement qu'ils font pour les jeunes. C'est vraiment cool. Tu sais, à la place de courser le Canadian Open, nous, on coursait la Beeline. Puis c'était vraiment cool. Mais, ouais. C'était cool. C'était cool pour moi de voyager, tu sais, d'avoir la chance de voyager comme ça, un peu autour de l'Amérique du Nord, ou, tu sais, Canada, US, pour courser quand j'étais plus jeune. Je trouve que c'était cool parce que ça me donnait la chance de courser contre des gens de mon âge, parce qu'à Bromont, j'avais personne de mon... Tu sais, c'est juste quelques années après, peut-être en 2018-2019, que j'avais des amis de mon âge qui ont commencé à faire du DH puis ensuite courser. Oui. Mais c'est vraiment cool pour moi de courser contre des jeunes de mon âge. Ça m'a vraiment aidé. Et ensuite aussi, juste d'aller à Whistler puis de rider avec des amis de mon âge. Et de me pousser avec des gens de mon âge et ne pas être entouré de gens de 25 ans qui roulent fort, mais tu sais, qui sont juste, ils ont 25 ans. Moi, j'avais 12-13 ans, tu sais. Donc, Mais là, à ton âge, comment ça se passe, là, d'aller courir dans une autre province, pendant toute la saison estivale? Tes parents t'ont suivi? Ouais, exact. Ben, j'y allais avec mon père. C'est ça, j'ai fait, tu sais, je faisais principalement des Eastern States Cup, puis on était chanceux aussi à 2016-2017, on avait les Pro GRT. En gros, mais là, c'est rendu US National qui s'appelle, je pense. Mais Pro GRT, c'est comme le circuit Coupe Canada, mais aux États-Unis. Oui. Et en 2016-2017, c'était vraiment populaire, ce circuit-là. T'avais tous les top riders américains qui les coursaient. Et t'avais à chaque année Mountain Creek et Killington aussi. Mm-hmm. Donc, c'est cool parce que dans tu sais, bon, clairement, l'Est de l'Amérique du Nord, l'hiver, on s'entend que c'est horrible. Tu peux pas t'entraîner. Mais l'été, par contre, on avait un beau circuit de course. Tu sais, des très, très beaux bike parks. Bromont, c'est dur à battre, honnêtement. Tu sais, beaucoup de gens, ils se plaignent, puis ils ont clairement des raisons pour lesquelles ils se plaignent qui peuvent être valides parfois, mais quand tu voyages, autant en Amérique du Nord, mais en Europe, et tu vas voir d'autres backpacks, tu te dis, waouh, on est vraiment bien à la maison, t'sais. Puis on prend pour acquis ce qu'on a des fois aussi, t'sais. Quand tu regardes à Bromont, perso, moi, je connais pas un autre spot au monde qui est aussi bien que Bromont pour faire du vélo montagne en général. T'as de tout. T'as littéralement de tout. C'est sûr que tu l'as pas l'hiver, mais l'été à Bromont, c'est dur à battre. Si tu veux progresser en DH, dans le gros technique, ouais. Puis exact. Il y a beaucoup d'opportunités pour ça, là. Tout à fait. Et je pense qu'un truc qui est vraiment je pense que le truc le plus avantageux de Bromont, je dirais, c'est que tu peux faire une run de DH, puis 20 minutes après, tu peux être sur une piste de BMX, ou 30 minutes après, tu peux aller à Waterloo, selon moi, une des plus belles pump track que je connais, honnêtement. Elle est vraiment bien. Tu vas à Cowansville, t'as une autre pump track, t'as des dirt jumps, t'as un réseau d'enduro très très beau. T'as plusieurs pistes de DH, tu regardes, il y a beaucoup de bike parks en Europe, ils ont 3-4 pistes de DH, même pas, c'est 3 pistes. À Bromont, t'as beaucoup de choix. Je trouve que c'est vraiment bien Bromont, c'est juste dommage qu'on a la neige l'hiver, honnêtement. Ouais, c'est ça. Puis justement, quand on parle de ça l'hiver, fait que là, normalement l'hiver, tu fais quoi pour rester en forme, t'entraîner? C'est ça, donc il y a pas, c'est ça qui est vraiment poche, d'habiter au Québec. Tu sais, pour moi, pour aller m'entraîner en vélo, j'ai pas le choix de voyager. Tu sais, j'ai pas le choix faut que ça soit un voyage et je dois y aller, tu sais, pour une semaine et demie, 2 semaines ou quelque chose comme ça. Donc ça rend ça un peu plus difficile parce qu'au final, mes blocs d'entraînement, je peux pas nécessairement faire, la majorité des gars, ce qu'ils font, c'est qu'ils
ils s'entraînent durant la semaine, puis ensuite le week-end, ils font 1 ou 2 journées de DH par semaine, tout au long de l'hiver. Donc, ils gardent leurs skills de DH, ben, ils s'améliorent clairement, mais ils sont capables de garder leur volume de DH régulièrement à travers de l'hiver. Tandis que moi, ce que je fais, c'est que je fais habituellement des blocs, 2-3 semaines de gym, ou d'entraînement hors vélo, et ensuite une semaine et demie, 2 semaines de DH. Puis c'est comme ça comment je faisais l'hiver dernier. Je pense que c'est bon, mais je pense que l'idéal, c'est d'être dans un endroit où est-ce que tu peux aller rouler en route dehors, admettons, tu peux aller rouler en DH, tu te réveilles, tu décides à 10h du matin, ok, bon, je vais aller faire des laps de DH cet après-midi. Ça, c'est l'idéal, clairement, c'est capable d'habiter dans un endroit comme ça durant l'hiver. Donc, moi, c'est sûr que ça rend ça plus difficile. Un autre truc que je dirais qui est très, très difficile, c'est que j'ai pas de... Tu regardes tous les gens, mais tu regardes littéralement tout le monde qui fait la course de DH en Coupe du Monde. Ils ont tout le temps des training partners, on peut dire. Donc, t'as les gars qui habitent... j'ai des amis qui habitent au sud de la France, sont 5 gars, au moins 5 gars dans leur coin à eux, à rouler fort en Coupe du Monde. Donc, ils font des châteaux ensemble l'hiver, ils s'entraînent ensemble au gym et tout. J'ai des amis dans l'Ouest canadien comme Jacob Jewett, Jackson, Cohen, tous les gars ils roulent tout le temps ensemble, ils s'entraînent ensemble. Mark Wallace, Finn, Magnus sur l'île de Vancouver, ils s'entraînent ensemble. C'est tous les gars au US, au Tennessee, genre Dakota, Chris Grice, Nico. Puis ça, je pense que c'est vraiment un truc qui est bien, de t'entraîner avec des gens qui font la même chose que toi, puis de t'entourer des gens qui sont dans la même situation que toi. C'est juste ça ici que moi j'ai de la difficulté, comme je vais aller rouler par exemple au Tennessee avec mes amis là-bas et tout, puis c'est cool de passer 1-2 semaines avec eux, mais ensuite quand je suis ici, c'est moi, je m'entraîne seul au gym, puis des fois c'est peut-être un peu plus tough niveau motivation, vu que tu te réveilles le matin puis t'es le seul dans ta province qui course en DH sur la Coupe du Monde puis qui s'en va au gym à cause de ça, tu sais. Ah oui, tu vois du monde qui s'entraîne à côté de toi, mais c'est pas pour le même sport. Là, exactement, mais c'est ça qui est quand même cool aussi, tu sais, où est-ce que je m'entraîne ici, où est-ce que j'habite à Montréal, c'est un endroit où est-ce que, ben, en fait, Montréal, c'est immense pour le tennis. Tennis Canada est basé à Montréal. Et où est-ce que je m'entraîne, c'est le centre de tennis intérieur le plus grand en Amérique du Nord. Okay. Donc, tous les meilleurs joueurs de tennis à Montréal, ou une grande partie, ils s'entraînent là, soit au Stade olympique ou là. Donc, c'est très cool. Souvent, je suis entouré d'athlètes aussi dans une autre discipline, mais tu sais, des athlètes qui s'entraînent très, très fort puis tu vois qu'ils sont sérieux aussi. Mais c'est sûr que c'est difficile d'être le seul en DH, honnêtement. T'es quand même entouré de gens qui sont sérieux puis qui ont exactement, une motivation similaire à la tienne, mais... Oui, c'est ça, similaire mais différente dans leur contexte à eux, mais tu sais c'est cool, j'ai plein d'amis qui roulent très très fort en DH puis en vélo montagne à Bromont et admettons, tu sais Hugo Langevin, il a déjà fait des excellents résultats puis lui il roule encore en DH et il veut même recommencer à courser un peu, donc c'est super cool, mais admettons Hugo, tu sais quand tu le regardes dans sa vie, il est pas au même stade que moi, comme il travaille full time puis ensuite il fait du DH le week-end, il s'entraîne après le travail pour essayer de bien rouler sur des courses ensuite, mais il est pas autant commis, c'est autant committed que moi au vélo dans les faits, donc c'est ça qui est plus tough à trouver. Ben justement, si on parle de se commettre pour ce sport-là, pour connaître d'autres athlètes, c'est quelque chose, c'est toute ta vie tourne autour du sport et d'atteindre tes buts. Beaucoup de sacrifices, Beaucoup de sacrifices, hein. Peux-tu nous en parler un petit peu, c'est quoi une journée typique pour toi là, ça ressemble à quoi là? Ben c'est ça, beaucoup de sacrifices. Je dirais le sacrifice principal pour moi, c'est quand j'ai grandi, j'allais à l'école primaire avec mes amis, puis au secondaire. Puis c'est au secondaire que ça a commencé à... Ben c'est au secondaire que j'ai commencé à prendre cette direction-là, de prioriser un peu plus le vélo. J'allais full-time au secondaire, je suis dans un programme sport élite qui me permettait, j'avais plus de flexibilité, je pouvais m'entraîner, je pouvais aller rider en enduro à Bromont les vendredis après-midi. J'avais un peu plus de flexibilité comme ça, mais j'allais quand même à l'école full-time, puis j'étais quand même obligé à faire ces projets et tout le kit, comme tous les autres élèves. Et j'ai commencé à faire l'école à distance. Et ensuite, j'ai commencé à réduire le volume d'école que je faisais. Mais ouais, exactement. Tu sais, quand j'allais au secondaire, j'avais pas nécessairement qu'est-ce que je voulais faire dans la vie ou quoi que ce soit. Mais tu sais, le plan, c'était d'aller faire mon cégep en 2 ans, aller à l'université, tout le kit. Puis là, maintenant, ça l'a changé un peu. Puis, tu sais, l'école est un peu en slow motion en ce moment, on pourrait dire. Mais ça, c'est un des sacrifices, clairement. Tu sais, tous mes amis sont peu importe qu'est-ce qu'ils sont en train de faire, certains à l'université, certains même en train de, tu sais, finir une technique, en train de travailler ou quoi que ce soit. Puis moi, je suis en train de faire 2-3 petits cours de cégep à distance et tu sais, je m'entraîne pour un but. Puis des fois, tu sais, tout l'effort que tu mets, des fois c'est un peu difficile parce que tout l'effort que tu mets, ça ne porte pas fruit. Tu sais, tu mets tout cet effort-là, puis il y a pas vraiment il y a rien en retour nécessairement.
Mais par contre, je sais que le jour que je vais avoir quelque chose en retour, puis c'est ça que je souhaite avoir en retour, je vais être vraiment, vraiment content. Puis c'est sûr que c'est difficile, c'est cool, on est tout en train de voyager et tout, mais c'est ça, il y a beaucoup de sacrifices, on s'entraîne fort et ensuite, clairement, un autre des risques et des sacrifices qu'on peut prendre, c'est les blessures. Oui. Je pense que quand t'es pas blessé, c'est incroyable. Tu te promènes, puis ce que tu fais comme boulot, c'est de faire du vélo. Si t'aimes pas le vélo, t'aimes pas ça, mais si t'aimes faire du DH, c'est ça que tu fais, t'essaies juste d'être meilleur en DH. Le but ultime, c'est d'être plus rapide. Donc c'est vraiment le fun. Tu fais tout pour être plus rapide, tu t'entraînes, tu fais du testing et tout est basé autour de ça. Donc c'est vraiment, vraiment cool, mais bon, quand t'es blessé, là, c'est moins le fun. Comme en ce moment, je me suis blessé au genou récemment, donc je me suis fait opérer et ça va être une longue convalescence. Mais ouais, les moments sont difficiles, mais après les moments qui sont le fun sont tellement le fun, puis t'es apprécies tellement que c'est la raison qu'on continue dans les faits. Ben justement, ta blessure, tu nous en parler un petit peu, c'est arrivé au Mont-Saint-Anne ouais. à la Coupe du Monde cet automne. Exact. C'est ça, donc la dernière blessure que j'ai eue, je me suis blessé un ligament dans le genou, l'antérieur croisé, latéral, le ACL en anglais, je sais pas exactement comment on dit en français, mais c'est ça, c'est une blessure. Je suis même pas tombé dans les faits. Donc c'est ça, je suis même pas tombé, je suis sorti d'un virage déséquilibré, j'ai mis le pied à terre et là, c'était vraiment une chance sur 1000 que ça m'arrive, mauvais angle, mauvaise force, mauvais tout le kit pour que ça snappe mon ligament. Donc c'est ça, je me suis jamais blessé au genou avant, donc je savais pas, sur le coup, ça m'a fait vraiment, vraiment mal sur le coup. Ensuite, la douleur elle a disparu, donc je savais pas trop qu'est-ce que je m'étais fait. Et ensuite, j'ai été faire un IRM, c'est là que je l'ai vraiment su. Et c'est ça, je me suis fait opérer, il y avait plusieurs options pour ça, il y a une option que c'est de ne pas se faire opérer. À long terme, c'est un peu moins bon, c'est sûr que c'est cool le DH, puis ce que je fais en ce moment, c'est vraiment vraiment cool, mais je priorise en fin de compte, je priorise le long terme là, à 45 ans, à 50 ans, je veux quand même pouvoir jouer au tennis puis skier. J'aime mieux ça que de pouvoir commencer à faire du DH 1 ou 2 mois plus tôt là dans les faits. Donc c'est ça, je me suis opéré. C'est cool, le genou est super solide, mais c'est un très long rehab. Si je travaille très très bien et fort, là ça dépend de moi dans les faits. Donc si je suis capable de travailler fort et de regagner la musculature que j'ai besoin pour protéger mon ligament, oui. À 5 mois et demi, 6 mois post-opération, je peux commencer à rouler en DH puis il n'y a pas de risque. Sinon, ça peut aller plus loin à 8-9 mois, mais ça va très très bien en ce moment, je travaille fort, donc c'est ça, je vise 5 mois et demi, 6 mois, c'est ça. Je me renseigne beaucoup à chaque fois que je me blesse et tout, donc à travers les blessures, je suis presque rendu un docteur. j'ai presque un degré en médecine, mais ouais. C'est cool, des fois je m'en vais passer du temps avec mes amis qui étudient en médecine, puis c'est drôle parce que je leur explique des choses sur mes blessures, puis je leur explique des choses sur le corps humain qu'eux, ils ont peut-être pas encore appris ou ils le savent plus ou moins, mais moi, je suis là, je leur explique des trucs sur les genoux et tout, puis je commence à m'y connaître. Peut-être que ça va donner le goût de t'en aller dans un domaine... Ça se peut. Ça se peut, ouais. Au niveau de la réhabilitation, j'imagine que ça, en même temps, ça a un impact sur le type d'entraînement que tu aurais normalement en hiver. Tu dois essayer de faire une balance en même temps pour continuer à améliorer ta forme physique générale tout en... Ouais, c'est super intéressant, sérieux, parce que c'est vraiment, vraiment difficile. Donc, c'est cool, je suis suivi par je suis vraiment, vraiment bien entouré, donc je suis extrêmement reconnaissant que je sois bien entouré comme ça, puis que, année après année, je me suis fait une belle... je me suis fait une belle gang de personnes autour de moi qui sont parties à m'aider, donc ça, c'est vraiment, vraiment cool. J'ai Physio Atlas à Granby qui me supporte qui me supporte à travers tout mon processus de physio et tout, donc ça c'est vraiment vraiment cool. Et ensuite c'est ça, j'ai un bon docteur qui m'aide aussi, donc c'est vraiment vraiment bien. J'ai des gens autour aussi dans des équipes de bike et tout qui m'aident, donc c'est super. Mais clairement, je pense que l'important, juste dans les blessures en général, avec mon expérience à moi, c'est juste de se renseigner. De se renseigner tout simplement, de savoir qu'est-ce que tu t'es fait comme blessure et de lire tous les trucs possibles imaginaires que tu peux trouver sur Google par rapport à ta blessure. Le docteur va dire quelque chose de différent. La physio va dire quelque chose de différent. Le docteur, habituellement, règle générale, il se protège tout le temps suite à son opération. Oui. Admettons que tu te blesses la main, ok, tu t'es fait opérer ou même pas opérer. Et
le temps pour que ton os guérisse, je dis n'importe quoi, là. Admettons que c'est 3 semaines. Le docteur va tout le temps dire 4 semaines, 4 semaines et demie, 5 semaines. T'sais, les docteurs aiment ça se protéger un peu. Les physios sont tout le temps un petit peu plus, sont un peu plus, un peu moins de temps de guérison, puis un peu plus réalistique, on pourrait dire. Et ensuite, tu regardes en ligne, puis ça dit plein de trucs différents. Donc, je pense que l'important, c'est juste de vraiment savoir qu'est-ce que tu t'es fait comme blessure, puis de connaître bien ta blessure et le temps de rétablissement, puis tout ce qui entoure ta blessure. Et ensuite, pour venir à ce que tu me dis de l'entraînement, c'est très, très, très difficile, clairement. Je me suis blessé beaucoup dans les dernières années, malheureusement. Puis j'ai jamais vraiment eu une bonne préparation hivernale ou dans mon off-season. Je me suis jamais... L'an dernier, ça a été bien. Pour la saison 2023, ma préparation, j'étais assez satisfait. Je m'étais blessé, je m'étais brisé le poignet assez grave au Mont-Saint-Anne en août 2022. Donc, c'est bien. Au final, je me suis rétabli mon poignet, mais j'avais des problèmes au poignet un peu tout l'hiver. Donc, je continuais à rouler avec un attelle au poignet. Puis ensuite, quand je m'entraînais, des fois, ça me faisait mal un peu, mais c'était vraiment pas si mal. J'étais content avec ma préparation. Mais pour revenir à ça, là, en ce moment, OK, oui, je me suis blessé au genou, mais tu sais, là, je suis mobile du genou et je peux déjà recommencer à faire des exercices de force au genou. Donc, ça, c'est sûr que c'est au ralenti un peu. Mais tu sais, tout ce qui est du haut du corps, là, c'est la première fois que j'ai un hiver puis un off-season que je peux réellement bien me préparer physiquement pour la saison prochaine. Là, je vais sûrement manquer le début de la saison prochaine parce que, tu sais, je veux pas nécessairement aller aussi vite que je dois aller en Coupe du Monde après, tu sais, juste quelques jours de vélo. Ouais. Mais là, je suis vraiment content. J'ai un bon hiver que je peux bien me préparer. Puis, tu sais, j'avais plein de problèmes qui traînaient. Je m'étais blessé à la clavicule, au bras. Puis j'avais j'avais certains petits trucs de physio que j'avais jamais vraiment fini. Puis j'avais encore des petits problèmes qui traînaient. Donc là, c'est vraiment cool. Je fais un reset total. Bon, j'ai mon genou. Je vais m'occuper de mon genou. Mais il y avait plein j'avais mal au poignet. Il manquait de mobilité dans mon bras et tout. Donc, c'est plein de petits trucs comme ça que je règle pour que ça soit done, puis j'ai plus de problèmes qui traînent par la suite. Donc c'est sûr que clairement cette blessure là c'est poche, puis je peux pas être plus déçu. C'est décevant se blesser, puis ça fait vraiment chier, je sais pas si je peux le dire, mais d'un certain sens, c'est cool, c'est une belle opportunité pour moi de prendre du recul un peu, de régler tous les petits problèmes qui traînaient avec mon corps, puis de faire un reset total et bon, peut-être de prendre un peu plus de temps maintenant, ne pas retourner trop tôt dans les courses, dans le sport, mais de vraiment m'assurer que quand je reviens, je suis prêt, puis il y a pas rien qui traîne comme blessure ou comme incertitude ou comme faiblesse, on peut dire. Puis au niveau mental, là, quand tu te blesses comme ça a-tu un impact pour toi? Comment tu gères ça? Est-ce que ça crée un genre de traumatisme ou Ouais, c'est difficile. C'est très, très difficile. Un truc qui est difficile aussi, c'est que, admettons, le truc le plus difficile, selon moi, c'est tu travailles avec ta physio. Ou, moi, je pense que c'est important. Peu importe si tu te blesses, peu importe si tu courses en DH professionnellement ou tu fais juste rider pour le fun ou whatever, qu'est-ce que tu fais dans ta vie, je pense que c'est important d'être suivi par une physio, puis avoir quelqu'un qui s'assure que tout se passe bien dans ton rehab, à voir comment ton rehab est important, à voir comment ta blessure est importante, manifestement. Mais le plus difficile, c'est avoir des gens qui disent différents trucs. Admettons ton docteur qui dit OK, ça va être 12 mois par exemple, puis ta physio qui dit je pense que tu peux le faire en 9, en 10, puis tu regardes en ligne, ça te dit 9, 10, mais t'as ton docteur qui dit 12. Ça c'est le plus tough, parce que clairement 2-3 mois de différence, c'est une grande différence, puis t'as des gens, là je dis n'importe quoi, je donne un exemple au hasard comme ça, mais t'as des gens qui disent certains trucs, d'autres gens qui disent d'autres trucs, et toi, tu sais pas trop où te situer par rapport à ça. Donc, c'est difficile mentalement, parce que tu te dis, OK, je me suis blessé à la main, il dit c'est 4 semaines, et là, le premier truc que tu fais, comme, je pense que c'est naturel du corps humain, c'est de te faire un plan dans les faits. Tu te dis, OK, bon, 4 semaines, moi, je course en DH, j'ai une course qui est dans 6 semaines, OK, oui, OK, je peux peut-être rouler quelques jours là-bas. Bon, je vais faire une journée d'entraînement là-bas. Je m'entraîne fort en gym en attendant, whatever. Ça va fonctionner. Je peux courser dans 6 semaines. Et tu te fais ces plans-là. Donc, par exemple, mon genou, je me fais un plan. OK, si je recommence à rouler dans 5 mois et demi, 6 mois, parfait. Je manque les 2 premières Coupes du Monde. Je suis prêt pour le mois de juin. Tout va bien se dérouler. Je planifie quelque chose dans ma tête. Et OK, bon, à partir de 3 mois, je peux commencer à faire du vélo de route. Parfait, je vais aller faire du vélo de route là-bas. Parfait, je peux commencer à tranquillement concentrer mon entraînement dans cette direction-là, blablabla. C'est tout un plan que tu te fais, et ensuite, quand t'as des directions différentes de différentes personnes, c'est là que c'est l'enfer, selon moi. Donc,
ouais, c'est ça, d'entendre des avis contradictoires ou différents comme ça doit Ouais. être... Est-ce que ça est démoralisant aussi en même temps, ou faut que tu te parles puis tu te dises... Parce que t'as l'air d'avoir Un bon moral. un on bon peut dire. moral par rapport Ouais. à ça, c'est bien, là. Mais c'est ça, c'est tout le temps ça. Tu sais, ça revient au fait que, bon, tu te blesses, et là, t'es dans une situation dans laquelle tu ne souhaitais pas être, Mm-hmm. et t'es dans une situation que tu t'attendais pas à être dans cette situation-là non plus. Et là, tu te fais examiner, et là, ils disent, OK, t'es 6 semaines out de vélo. Dans 6 semaines, tu peux commencer à rouler. Ou tu sais, ils vont te dire un truc comme ça. Et là, le plus important, selon moi, c'est tu prends ça, cette information-là, et là, tu te dis, OK, tu réfléchis et tu te fais un plan de match. Et tu sais, une fois que ton plan de match est établi, c'est pas si mal, je trouve, parce que tu te dis, OK, dans 6 semaines, je peux commencer à rouler. Bon, là, c'est la merde, je me suis blessé, j'ai un 6 semaines de merde qui devant moi, mais quand je recommence à rouler, dans 6 semaines, je vais être content, et c'est juste 6 semaines, good, parfait. D'un certain sens, on passe à d'autres choses. OK, tu sais, voici la situation dans laquelle on est. On est ici, on peut pas revenir en arrière. Tu sais, voici avec, genre, this is what we're dealing with, on fait ça, puis ensuite, c'est fini. Donc, c'est un peu ça, je trouve. Et ensuite, quand tu avances à travers ta blessure, et là, oh, OK, ça se déroule pas super bien, bon, on va avoir besoin de plus de temps de convalescence et tout. C'est là que ça devient un peu démoralisant, on peut dire. Mais, tu sais, quand tout se déroule très, très bien dans ton rétablissement, honnêtement, c'est presque encourageant et t'es très content une fois que t'as accepté la situation. Tu sais, c'est surtout ça. Mais c'est sûr que c'est difficile. Tu sais, en ce moment, je regarde tous mes amis qui raident, puis là, ce qui est bizarre avec mon jeu, c'est que je me sens relativement bien en plus, et je vois tous mes amis qui roulent, et je me dis, waouh, c'est poche. Dans un monde idéal, t'aimerais-tu ça comme déménager ailleurs ou peut-être au BC ou dans un Ouais. autre pays? Là? ben, ça, oui et non. Parce que je pense que l'été à Bromont, c'est dur à battre, honnêtement. Et tu sais, peu importe où est-ce que j'ai été roulé dans ma vie, l'été en Europe, il y a plein de spots vraiment cool, genre Morzine. C'est Morzine, léger, c'est dur à battre, c'est vraiment, vraiment bien. Mais t'as pas des dirt jumps dans le coin, t'as pas une piste de BMX, t'as pas une pump track comme que t'as à Bromont, tu sais. Donc, l'été, Bromont, je pense que il y a pas un spot meilleur que ça. Ben, Wyss aussi, c'est bien, mais les pistes d'entraînement de DH à Wyss sont pas aussi bien qu'à Bromont, selon moi. Tu sais, Whistler, c'est un bike park, le riding est super cool, mais t'as pas vraiment des pistes pour t'entraîner comme que tu peux faire à Bromont. Mm-hmm. Tu sais, comme moi, quand je m'entraîne en DH à Bromont, ce que je fais, bon, souvent, je fais juste rouler avec mes amis en DH, mais comme je me dis, OK, aujourd'hui, mardi, tu sais, je veux vraiment faire des chronos aujourd'hui, je veux peut-être essayer un truc ou deux, mais je veux faire des chronos dans telle piste. Puis ce qui est cool à Bromont, c'est que, bon, le terrain est pratiquement le même à travers la montagne, tu sais, c'est très, très rocailleux, la terre est très hard pack et t'as quelques racines, mais, tu sais, peu importe la piste que je choisis pour une certaine raison. Donc, admettons, je me dis, OK, aujourd'hui, je fais des chronos dans la 18. Mm-hmm. Puis, tu sais, la 18, je peux dire, OK, ben, la course que je fais dans 2 semaines, la course que je fais en 2 semaines, il y a certaines, tu sais, c'est tout le temps tough, c'est tout le temps vraiment difficile, puis tu ne trouveras jamais une piste comme une piste de Coupe du Monde dans un lieu qui n'est pas un lieu qui a une piste de Coupe du Monde. Tu trouveras jamais, mais tu peux trouver des ressemblances. Donc, je me dis, OK, aujourd'hui, je vais faire des chronos dans la 18 parce qu'il y a des ressemblances à Lenzerheide, admettons, que je vais courser dans 2 semaines. Mais ouais, c'est très, très difficile de trouver des pistes bien pour s'entraîner en dehors des pistes de Coupe du Monde. Mais à Bromont, moi, je trouve que c'est vraiment, vraiment bien. Puis je pense qu'il y a beaucoup de ressemblances de Bromont et des trucs que tu vois en Coupe du Monde. Puis là, t'as mentionné Lenzerheide, là, mais Ouais. y a-tu un site là sur le World Cup que tu dis ça c'est mon préféré là, ou c'est là Ouais. j'ai plus trippé pour une raison ou une autre, que ce soit le paysage ou pour la piste là, Ouais, ou, tout à fait. Ben c'est ça, je vais te nommer les raisons différentes d'abord. Donc, ben niveau piste et environnement, on avait eu une course en 2021 à Maribor. Oui. Et en Slovénie. Et ça, je pense que c'était peut-être ma Coupe du Monde préférée que j'ai faite à date. Parce que j'avais eu 2 premières Coupes du Monde vraiment difficiles en 2021. Première, j'étais tombé. Deuxième, j'avais pas roulé comme je souhaitais rouler. Et c'est ça, j'avais comme en fait, moi, je m'étais blessé en 2020. Puis ensuite, j'avais fait ça m'avait fait une très, très longue pause de course. Donc, la dernière course que j'ai faite avant mes premières courses en 2021, c'était en 2019. Puis tu sais, je roulais même pas un commensal dans ce temps-là. Et c'est ça, tu sais, c'est difficile pour moi de s'adapter à la Coupe du Monde, je pense aussi. Tu sais, courser
courser en Coupe Canada ou Coupe Québec ou peu importe, c'est différent que de courser en Coupe du Monde. C'était plus de pression, plus de médias et tout. Le format est différent aussi. Donc, je pense que ça a été difficile pour moi de s'adapter. Mais aussi, bon, juste de retourner à faire des courses, c'était difficile. Tu sais, rouler pour le fun ou faire des chronos, même faire des chronos une journée à Bromont ou peu importe où est-ce que t'es, c'est différent que de drop in pour une run de course, tu sais, contre la montre avec une horloge et tout, là. Donc ça a été difficile pour moi, mais bon, c'est ça, j'ai fait deux Coupes du Monde, ça n'a pas super bien été. Je suis retourné à la maison à Bromont, j'ai passé beaucoup de temps à faire des chronos, puis j'ai changé 2-3 trucs sur mon vélo, puis juste passé beaucoup de temps sur mon vélo. Et ensuite, je reviens, la Coupe du Monde après, à Maribor. Et là, genre, j'étais vraiment, vraiment content. Je m'étais qualifié 4e. J'étais un peu surpris. Je suis dit, OK, let's go, on est là. Puis ensuite, en run de finale, j'avais des bons splits. J'étais comme 3 ou 4. Et ensuite, j'avais fait une bonne erreur quand même. Et je suis arrivé 5e, mais j'étais pas vraiment loin du podium. Genre, sans l'erreur, je pense que j'aurais fait un podium. Et la piste était incroyable. C'était ma piste de course préférée à date que j'ai fait. En Coupe du Monde, puis même pas en Coupe du Monde aussi. Puis, tu sais, c'était vraiment, vraiment cool. Genre, t'étais en Slovénie. Tu sais, j'ai souvent été en France, en Autriche, en Allemagne. Puis, bon, c'est cool à chaque fois que tu voyages en Europe, mais tu vas en France. Genre, à chaque fois que j'arrive en France, il y a rien de spécial. Je connais le langage. Je connais tout en France. Il y a rien qui m'impressionne. Mais je m'en vais en Slovénie. Je m'en souviens, juste après le COVID en plus, on pouvait pas trop voyager. J'arrive en Slovénie, je suis genre wow, c'était un eye-opener, là. Le choc culturel en même temps. Le choc culturel, la culture est différente. C'est le premier, c'était le pays le plus à l'est de l'Europe que j'ai visité dans ma vie, puis encore à ce moment. Et c'est ça, la piste était incroyable. le bike park était vraiment sick aussi. J'ai pu rouler le bike park un peu avant. Et c'est ça, je sais pas pourquoi, c'est vraiment une belle expérience. Tout se déroulait bien à travers la semaine et je suis arrivé là-bas, tout s'est bien déroulé, il y a rien qui s'est mal déroulé. Donc j'étais content, c'était cool, c'était une belle course pour moi vu que c'est la première course que j'étais satisfait avec depuis un petit bout honnêtement. Mais c'est vraiment un parcours incroyable, puis culture et tout, c'était vraiment incroyable aussi. À ce moment-là, t'étais encore junior, Fait que j'étais junior première année. Première année. Ouais, première année junior. C'est ma deuxième année avec Ansel Mokov. J'avais fait une année avec Ansel Mokov avant d'être junior. Et à ce moment-là, c'est la deuxième année du COVID, mais il y avait encore beaucoup de restrictions pour le voyage, pour le voyagement et tout. C'était compliqué, je m'en souviens. À chaque fois qu'on allait dans un nouveau pays pour une nouvelle course, il fallait regarder s'il y avait pas des restrictions différentes par rapport au COVID, mais surtout, il fallait checker s'il y avait pas des documents différents qu'il fallait remplir, fallait envoyer ou quoi que ce soit. C'était des tests COVID qu'il fallait faire à différentes... Puis c'est ça le truc, il fallait tout le temps que tu fasses un test à chaque fois que tu voyageais, mais selon le pays, il fallait que tu fasses un test à l'intérieur d'une durée différente et tout. Et je m'en souviens, le truc le plus tricky, c'est, admettons que j'allais en France, mais j'avais une connexion à Genève, ou non, mais peu importe. Admettons que j'allais en France, j'avais une connexion à Zurich en Allemagne, ou Zurich, c'est en Suisse, désolé. Fallait que je regarde c'est quoi les restrictions COVID pour la Suisse, parce que j'allais en Suisse. Donc c'était l'enfer, c'était vraiment compliqué. J'imagine. Ouais. L'an dernier, c'était ta première année élite. Comment t'as vécu ça, toi, ton arrivée? C'est un gros step-up, là, quand même. Ouais, tout à fait. C'est ça, c'était un gros... d'abord, je vais raconter un peu pour vraiment bien expliquer. Donc, en 2021, j'avais eu un début de saison difficile et ensuite, je me suis tranquillement, pas vite, rattrapé au cours de la saison, je pourrais dire. Et j'ai fini la saison avec... j'avais fait 3 top 5 cette année-là. J'ai fini la saison avec une 3e place puis une 4e place. Il y avait 2 Coupes du Monde de suite à Snowshoe. Et ça, j'avais fait 3e, 4e. 4e, j'avais fait une bonne erreur, puis j'ai comme pas eu le podium, et je m'en souviens, j'étais pas vraiment content parce que j'avais un podium quelques jours d'avant. Et mais j'étais vraiment, vraiment content parce que, bon, c'est difficile, je m'étais blessé en 2020, j'avais eu 2 opérations, c'était compliqué. J'avais la difficulté à me réhabituer aux courses et tout. Puis là, finalement, à Snowshoe, je commençais à me sentir bien sur mon vélo. J'avais un nouveau vélo, puis qui était complètement différent du Kona que je roulais dans le temps. Et j'avais jamais vraiment pu courser avec. Donc, tu sais, tout commençait à se remettre en place. J'étais content. J'avais fait 2 résultats quand même bons. J'avais fini, cette année-là, j'ai fini 5e overall, ce qui était quand même cool aussi. J'étais content. Et, mais surtout, j'étais content tu sais, j'étais pas loin de Jackson puis Jordan, là, tu sais, qui roule très très bien aujourd'hui. J'étais à 1 seconde, je pense, de Jackson, tu sais, sur une piste de 3 minutes et demie, puis j'étais content, wow, ok, je suis revenu à peu près où est-ce que j'étais avant. Tu sais, quand j'étais plus jeune,
je battais Jackson dans les courses comme Crankworks et tout, puis là, je suis content, je suis comme, OK, je suis revenu à où est-ce que j'étais, puis à où est-ce que je devrais être, théoriquement. Mais théoriquement, où est-ce que, selon moi, je devrais être. Donc là, c'est ça, j'étais content, tout commençait à revenir à sa place, et là, je me blesse, je me blesse le 30 décembre, désolé, en 2021, à Winrock, à rouler avec des amis, genre une blessure vraiment, un crash extrêmement stupide, je me blesse au bras, je me brise l'humérus. Et là, depuis ce temps-là, ça a été vraiment, vraiment difficile jusqu'à ce jour. Et depuis ce temps-là, j'ai pas vraiment eu de pause avec les blessures. Donc, tu sais, pour faire ça rapidement, là, je me suis blessé à l'humérus. Et là, on avait la première Coupe du Monde en 2022 à Lourdes, le 23 mars, si je me souviens bien. Et pour moi, c'est vraiment important de faire cette course-là parce que je voulais juste faire un top 10 pour ensuite être protégé. En gros, comment la saison 2022 était, là, il y avait une course au mois de mars, puis ensuite la prochaine course c'était au mois de mai. Donc je me suis dit, OK, je fais un gros push, je m'en vais faire Lourdes, je fais juste faire une run safe qui me met dans le top 10, et ensuite je suis protégé, donc j'ai accès à des time training, puis je suis protégé. Je suis dans le top 10, donc j'ai accès à des time training, puis tu sais, ça va être juste plus facile sur les Coupes du Monde après, puis comment ça fonctionne en DH un peu, c'est quand tu fais un bon résultat, t'es plus avantagé après, tu sais, pour faire des meilleurs résultats. C'est quand tu pars de loin, t'es dans l'autre groupe de pratique. Tu sais, c'est tough. Quand tu pars de loin, c'est plus tough se rendre en haut que quand t'es en haut puis de rester en haut, dans les faits. T'es pas obligé de non plus de te casser la tête avec les qualifications. Ouais, quand t'es protégé, exactement, puis exactement, plein de trucs comme ça. Mais bon, je voulais vraiment avoir ce top 10 là la première course, et là, je suis arrivé là-bas, puis je suis tombé. Tu encore, je venais de me briser le bras, je viens de commencer à rouler, puis c'est ça, j'ai comme essayé de faire les choses un peu trop vite. Je savais que je faisais les choses un peu trop vite, mais ça l'a pas payé, malheureusement. Et ensuite, c'est ça. Ensuite, tout au long de la saison, tu sais, j'avais de la vitesse, j'étais content, j'avais des bons splits tout le temps, j'avais des bonnes qualifs et tout. Mais il y avait tout le temps des trucs qui m'arrivaient, genre tu sais, des bris mécaniques ou tout le temps des bad luck qui m'arrivaient. J'ai fait un bon résultat et là, c'est ça le truc, pour revenir à ce que tu disais, le passage à élite. En 2021, j'étais content, tu sais, je regardais mes résultats en junior, mais je regardais pas nécessairement mes temps et mes résultats que j'aurais fait chez les élites. Mais tu sais, en 2022, deuxième année élite, je me dis, OK, bon, cette année, c'est un peu la merde, tu sais, je reviens d'une blessure. Là, j'ai la difficulté, il y a des choses qui m'arrivent, des bad luck, mais je vais essayer de tirer du positif quand même de cette année-ci. Et je vais essayer de regarder où est-ce que je me classerai chez les élites. Parce que oui, c'est cool de bien faire en junior, mais l'important, le but ultime de tous les coureurs, c'est de bien faire plus tard chez les élites. Oui. Personne va s'en souvenir de ton podium ou peu importe que tu as fait en junior quand t'es plus vieux. Donc, je regardais tout le temps ça. Et là, je m'en souviens, j'avais des bons splits. Et là, ensuite, il y a une course finalement que j'ai pas eu de bad luck. Tout s'est bien déroulé. J'avais pas fait une super bonne qualif, mais en finale, j'avais bien roulé en Andorre l'an dernier, en 2022. Je suis arrivé 5e. Et j'étais vraiment content. Je suis comme, OK, bon, je suis arrivé 5e, c'est bon. 5e, c'est bon, mais je voulais un peu, à l'intérieur du top 5, j'étais content, mais clairement, le but, c'est de retrouver un podium comme j'avais fait en 2021. Et là, je m'en souviens, j'ai fini 5e, je me suis dit, OK, c'est cool, mais merde, tu sais, 5e, j'en voulais un peu plus, tu sais, ça me faisait chier un peu, parce que premier split, j'étais 2 ou 3e, je pense, puis j'avais descendu après. Et là, il y a eu la course des élites l'après-midi. Et là, ensuite, je m'en souviens encore, tout le monde finit, puis j'avais battu Thibaut Laprelove, mon teammate à ce moment-là, puis Amaury m'avait battu de genre 0.01 ou un truc comme ça. Wow. Il m'avait battu d'absolument rien. Puis là, j'étais genre merde, j'ai presque battu Amaury, j'ai battu Thibaut Laprelove, puis Thibaut Laprelove, il avait eu une bonne descente, et juste que ça allait pas super bien, mais il y avait eu une bonne descente dans les faits. Et j'étais là, j'étais genre wow, OK, j'étais arrivé 5e, c'est peut-être pas exactement ce que je voulais, mais je suis quand même satisfait. Mais mon Dieu, je suis arrivé 18e overall. Tu sais, je suis arrivé 14e en élite, puis tu mets les juniors qui sont devant moi, je suis arrivé 18e. Et là, j'étais là, je suis comme, wow, OK, ça c'est très très bon. That's it, genre, je sais que j'ai la vitesse. Je sais que j'ai la vitesse pour bien réussir en élite. Puis là, tu sais, il y avait plein de gens qui disaient, OK, la piste a changé un peu et tout. Je suis d'accord, mais dans les faits, ça peut-être, tu sais, je sais pas, j'étais quand même content avec mon 18e place chez les élites. Je comprends. Et c'est ça. Ça, c'était vraiment, vraiment cool parce que, bon, ça m'a fait un boost de confiance, une saison de merde à date et tout. Et là, je voyais que j'avais la vitesse l'an prochain chez les élites pour bien faire. Donc, je suis genre, OK, that's it, on est là. Et là, je m'en vais à Snowshoe. Je tombe le matin des finales, donc j'ai pas fait la course. Je m'étais tapé un peu la tête, donc je voulais pas prendre de risque. Ouais. Les commotions et tout, c'est très risqué de nos jours, là, avec tous les études et tout. Oui. Et là, ensuite, au Mont-Sainte-Anne, bon, je me blesse, je me brise le poignet. Donc, j'ai pas fait de Sainte-Anne, mais je roulais vraiment bien en pratique de ce que tout le monde me disait. Puis, tu sais,
je voulais vraiment faire un bon résultat et j'étais très craqué, comme on pourrait dire. Donc, c'est ça, 2 blessures cette année-là. Mais, tu sais, j'ai quand même réussi à montrer de la vitesse entre, donc j'étais très content. Tu sais, je voyais que j'avais la vitesse pour bien faire chez les élites. Donc, là, je me rétablis de mon poignet et je fais un très bon off-season. J'étais content avec ça. Et, tu sais, tout en gardant dans ma tête que j'ai la vitesse, faut juste que tu sais, c'est tout le temps un truc comme ça en Coupe du Monde, je trouve, ou en course en général, mais surtout en Coupe du Monde. Tout le monde est très, très bon et tout le monde a la vitesse, mais l'important, c'est de mettre la performance. L'important, c'est de faire la performance quand tu as besoin de la faire. Ce qui est le jour de finale, le samedi, tu sais, à ce moment-là. Tu sais, c'est vraiment à ce moment-là que tu dois deliver, sinon ça change rien dans les faits. Donc, c'est juste ça qui est difficile. Et j'arrive à Lenzerheide, première Coupe du Monde de l'année chez les élites, et je me blesse, je me brise la main. Donc, clairement décevant. Mais tu sais, à y repenser puis à prendre du recul sur la situation, je pense que là, bon, c'est une nouvelle équipe pour moi et tout. Je pense que je me mettais beaucoup de pression, clairement. Premièrement, parce que je voulais bien faire, bien évidemment. Mais deuxièmement, je pense que la situation dans laquelle j'étais, c'est que c'est la première fois que j'avais un hiver que je m'étais pas blessé. Et que j'avais un bon off-season derrière moi, donc je me sentais prêt. Et je suis arrivé à cette course-là et je me suis dit, OK, j'ai pas vraiment d'excuses. Quand je suis arrivé à Lourdes en 2022, ça faisait quelques jours que j'avais commencé à rouler en DH. Il y a 2 mois, j'étais sur la table d'opération le 1er janvier à me faire opérer mon bras. Et je suis arrivé à Lourdes et je me suis dit, dans les faits, j'ai tout à gagner. Si je fais pas de résultat ou je tombe ou quoi que ce soit, il y a personne qui va pas être content. Quand Marcel Mokov vont être contents, puis ils vont être contents. Ils vont pas être contents si je tombe, mais ils seront pas autant déçus que si j'avais pas eu cette difficulté-là dans ma préparation pour la saison, tu sais. Si j'avais pas eu cette blessure-là que j'ai dû deal with à travers ma préparation pour la saison. Donc, bon, c'est pour ça, je suis arrivé à Lenzerheide, tu sais, les expectations étaient très, très élevées. Et c'est ça, je pense que je me mettais un peu trop de pression, puis j'essayais je m'en suis en pratique, je roulais, puis je poussais très, très fort, puis genre, tu sais, je voulais vraiment, vraiment bien réussir, et je voulais peut-être un peu trop. Tu sais, c'est souvent ça, nous aussi. Quand tu veux trop, ça finit par pas fonctionner, tu tombes ou tu fais juste rouler lentement, ou il faut pas trop vouloir dans ce sport-là aussi. En tout cas, c'est très intéressant, mais il y a beaucoup de choses qui tombent en compte pour quand t'arrives au moment de courser, tu sais. Oui, j'imagine. T'as comparé les années précédentes, tes temps avec tes coéquipiers. Là, t'arrives élite, puis là, tu te dis, je sais que je suis capable de les battre. Ouais, c'est ça. Donc là, tu dois, même si tu essaies de te dire, je vais essayer d'y aller un peu plus mollo pour mon début de saison, mais en même temps, tu as une petite voix dans ta tête qui te doit dire, montre-leur ce dont tu es capable. Tout à fait. Et je pense que, tu sais, avec Transition, c'était cool. C'est un nouveau programme et en gros... c'est ça, autant qu'il y avait vraiment pas de pression, je pense que je m'en mettais quand même beaucoup parce que c'est un nouveau programme, première année du programme, et leur but, c'est de faire une équipe de développement dans les faits. Donc, on parle de la saison 2023 oui, exact. où tu étais avec l'équipe Transition. Transition, exactement. Leur but, c'est de faire leur but, c'est vraiment de créer un programme de développement, que le programme se développe, mais que les riders se développent, et vraiment un truc pour les jeunes. Et bon, il y avait pas beaucoup de budget, forcément, tu sais, le monde du vélo est très difficile, surtout cette année, mais tu sais, l'an dernier et tout, Transition, ils commencent une équipe pour la première année, donc forcément, ils ont pas beaucoup de budget, c'est normal. Donc, il y avait peu de choix pour les riders, mais surtout, il y avait pas beaucoup de budget pour avoir beaucoup de riders. Donc, en fait, moi, j'étais le seul rider élite. On était 3 dans l'équipe. Donc, il y avait 2 filles juniors, il y avait moi. Et, tu sais, il y avait beaucoup de choix pour eux pour avoir un rider élite. Mais ils m'ont choisi moi, tu sais, et j'étais vraiment reconnaissant qu'ils m'ont choisi. Et il y avait plein d'autres riders qui auraient pu choisir, mais ils ont décidé, tu sais quoi, on va prendre Tristan. Je pense qu'il peut amener beaucoup d'expérience à l'équipe, tu sais, beaucoup de knowledge. Je pense qu'il peut être une personne parfaite pour ce poste-ci qu'on veut, tu sais, qu'on veut remplir dans l'équipe. Donc j'étais vraiment reconnaissant, puis je pense que je me suis mis un peu de stress à travers mon hiver et à travers ma saison de course, à cause que je me suis dit, wow, tu sais, ils m'ont choisi moi, tu sais, pour être dans ce poste-là. Il y avait juste un rider qu'il pouvait choisir. Ils m'ont choisi moi à travers tous les choix qu'il y avait. Et là, je regarde d'autres gens qui auraient pu choisir, qui roulent mieux que moi et tout. Je suis comme, merde, tu sais, fait chier. Puis là, je me suis blessé la main à Lenzerheide, mais en revenant tu sais, je me suis blessé la main. Puis j'ai quand même pu faire quelques courses cette année, là. J'ai manqué dans les faits 2 courses avec Lenzerheide, seulement. Donc, c'est pas la fin du monde. J'ai quand même fait une saison, assez longue et je faisais pas des bons résultats. J'étais pas content. Puis,
je voyais les autres gens qui roulaient mieux que moi, je me suis dit merde, tu sais. Et là c'est ça, j'étais pas fier de moi parce que je me suis dit OK, ils m'ont choisi pour ça, puis je suis pas en train de faire les performances que j'aurais souhaité faire pour eux, tu sais, un peu. Donc voilà, c'est ça. C'est tough, tu sais, c'est souvent tough d'être dans des équipes parce que bon, clairement l'équipe te met la pression, tu sais, si tu fais pas les résultats, t'as pas le choix de dire ils vont te mettre dehors dans les faits. Mais ensuite toi aussi tu te mets de la pression parce que tu te dis OK, je veux pas les décevoir et tout, donc ouais. Pour les gens qui te suivent sur Ouais. les médias sociaux, là, on sait que t'as quitté l'équipe transition. T'as un nouveau plan en tête. Ouais, exactement, c'est ça. J'ai un nouveau plan. J'ai une saison difficile l'an dernier. Puis je sentais vraiment le besoin de faire un reset dans les faits, là. C'est ça. Un reset. Il y a personne d'autre qui me dit quoi faire à part moi. Je peux faire ce que je veux. Je peux rouler vraiment toutes les composantes, le vélo et tout que je veux. Donc, c'est ça. Je suis vraiment content. Ça va être cool. Et tu sais, les objectifs, ils restent pareils. Et les objectifs, c'est une des raisons que je continue à pousser. Tu sais, je me suis blessé beaucoup. Tu regardes le parcours de moi, un gars de 19 ans, comparé à n'importe quel autre gars de 19 ans contre qui je course contre. Puis il y a personne qui a eu un parcours comme le mien à date, avec des blessures comme j'ai eu à date et tout. Et c'est ça. Il y a beaucoup de gens qui te disent, mon Dieu, t'es de te blesser, tu devrais peut-être penser. C'est cool, t'es très très bon et tout, mais tu pourrais peut-être checker à faire quelque chose d'autre et tout. Et là, je me dis, il y a certains objectifs que je veux vraiment atteindre. Et ça serait stupide d'abandonner dans les faits. Au point où t'en es rendu aujourd'hui. Ouais, c'est ça. Donc je me dis, et tu sais, c'est sûr, c'est des blessures qui arrivent et tout, mais ça arrive à tout le monde. Il y a d'autres gens, Amaury par exemple, Amaury Perron, il s'est blessé beaucoup. Il est plus vieux que moi, mais il y a eu énormément de blessures. Et bon, il continue à pousser aussi, puis tu sais, ça fait partie du sport dans les faits. C'est des choses qui peuvent arriver dans notre sport. Ça brise pas ta motivation. Non, c'est ça. Tu sais, pour revenir à ce que je disais plus tôt, quand tu te fais un plan et tout, ça brise pas vraiment la motivation. Et là, c'est ça. Tu sais, j'ai des objectifs que je vais atteindre et que je pense que je peux atteindre. Donc c'est pour ça que je fais tout pour essayer de les atteindre. Et tu sais, à voir où est-ce que ça m'amène honnêtement. Tu sais, si un jour ça me ramène sur une équipe de haut niveau comme Kansal Mokov ou Spesh Gravity ou un truc comme ça, waouh, ça serait fou. Et tu sais, si ça m'amène pas, ben c'est pas la fin du monde. Et j'ai l'impression que quand j'étais plus jeune, peut-être que j'avais avant d'être junior, j'avais vraiment cette idée-là. OK, ben là, je vais être junior, faut que je sois sur une équipe. Mais je pense que où est-ce que je suis rendu maintenant, puis avec l'expérience que j'ai eue, tu sais, avec Transition, avec Kansal Mokov, là, c'est plus, je veux me mettre, moi, dans la situation qui serait le plus bénéfique à moi pour réussir. Donc, avec Transition et tout, tu sais, j'avais eu des difficultés, puis je voulais pas nécessairement continuer avec ces difficultés-là. Donc, je me dis, OK, je vais prendre du recul, faire mon propre programme avec moi, vraiment rouler puis me mettre dans la situation que je pense qui me donne le plus de chances pour réussir dans les faits. Et essayer d'atteindre ces objectifs-là et voir où est-ce que ça m'amène. Tu sais, si c'est sur une équipe ou non, OK, cool. Mais vraiment, ce que je veux faire, rouler vite puis atteindre ça. Je veux pas rouler pour une équipe ou rouler pour quoi que ce soit d'autre, là. Tu sais, je veux vraiment faire ça pour moi, puis la seule personne que je veux plaire à la fin, c'est moi, tu sais. C'est con, mais... Ben, c'est ça, c'est bon. Ouais. Puis, mais là, en tant que tel, est-ce qu'on peut, c'est pas vraiment privateer. Ouais, c'est ça, ben, c'est... exactement. Donc là, c'est, ouais, au moment que le podcast sort, tout était annoncé. Donc, en gros, c'est ça, je fais partie d'une équipe avec des amis qui s'appelle Evolve Racing. Evolve. Avec 3 autres Américains, 2 de mes amis contre qui je coursais en junior, puis une fille aussi qui course là, cette année, va être première année élite. Et en gros, on est 4 jeunes qui adorent courser et on s'est regroupés sous cette équipe UCI-là, donc qui s'appelle Evolve Racing. Et avoir notre équipe UCI, ça nous permet d'avoir notre pit space sur les Coupes du Monde. Et le père de Abby, il va être là, puis il va être mécano pour Abby, il va aussi pouvoir nous aider. Et ensuite, on a notre pit space. Et surtout, on a notre équipe UCI, ce qui veut dire qu'on n'est pas obligé de faire des pétitions pour aller courser en Coupe du Monde si on n'a pas les points. Okay. Et moi, ça, c'était... Tu sais, quand je regardais ma saison 2024, je me disais, OK, bon, je vais être privateer, je vais faire mes propres trucs à moi. Mais avec ma blessure de genou, je pourrais pas vraiment aller chercher assez de points pour faire une Coupe du Monde avant d'aller faire un premier Coupe du Monde en 2024. Donc, j'avais pas le choix d'aller sur une équipe. Et ensuite aussi, il y avait d'autres avantages, donc avoir un pit space, puis certains trucs comme ça. Mais c'est ça, c'est vraiment, vraiment cool. Je suis content. On fait tous nos trucs séparés pour les commanditaires. Donc, moi, je vais avoir le même vélo que Evan, mais Colin, mon ami, il roule un Trek, puis Abby, elle roule un Specialized, puis on fait tous nos trucs différents, tu sais, pour les
les commanditaires. Puis là, c'est vraiment cool. Je suis content parce que je roule tout sur mon vélo, ce que j'aime le plus. Il y a rien que je roule parce que je dois rouler ça à cause d'une telle commandite ou quoi que ce soit. Là. Genre, toutes mes pièces, mes vêtements, mon gear, c'est tout ce que je pense qui est vraiment le best. Donc, c'est très, très cool. Puis au niveau du vélo, qu'est-ce que tu as choisi dans le fond? Un V5, un commensal, juste parce que j'aurais aimé essayer d'autres choses et j'aurais aimé vraiment faire du testing avec plein d'autres vélos, mais c'est ça qui est un peu dommage avec ma blessure, c'est que je peux pas. Mais t'es déjà familier avec comment ça? Ouais, c'est ça exactement, c'est ça le truc. Je trouve que en tant que privateer ou rider avec pas un support d'un Team Factory, premièrement, je pense que rouler un Kansal, c'est très très bien parce que tu vas sur une Coupe du Monde, le Race Support Kansal, en fait, ils ont un pit qui s'appelle le Race Support qui est là pour aider les privateers, ce qui est vraiment vraiment cool. Il y a pas une autre compagnie qui font ça. Bon, le vélo, clairement, qui fonctionne. Dans ma situation à moi, je sais que le vélo fonctionne, je sais que j'ai déjà bien roulé sur ce vélo-là en 2022 et que je me sentais à l'aise dessus. Mais surtout dans la situation dans laquelle je suis, je peux pas essayer d'autres vélos, donc c'est un safe bet. Je sais que ça va fonctionner, donc c'est pour ça que j'ai pris cette direction-là. Puis là, c'est ça, t'as du support Kansal sur les courses, puis aussi avec tu sais, moi j'ai roulé 3 ans pour Kansal Mokov, la meilleure équipe au monde. Et je me suis fait beaucoup de contacts à travers ces 3 années-là et à travers mon année avec transition aussi. Donc, mais surtout à travers ces 3 années-là, Kansal, je me suis fait beaucoup de contacts Kansal. Donc, sur une Coupe du Monde, j'ai un problème, mais je connais littéralement tout le monde de toutes les équipes Kansal. Donc, pour moi, c'est plus simple de rouler ce bike-là, mais aussi, je pense que c'est un safe bet. Je sais que je l'ai aimé et tout. Et ouais, non, ça va être cool. Ça va être vraiment ça va être une belle année. Moi, je suis content. Comme j'ai dit, on fait tous nos trucs de notre côté. Moi, j'ai des commanditaires financiers qui m'aident à payer une grande partie de ma saison, donc c'est super cool. Et j'ai un mécano qui va pouvoir m'aider quand j'ai des gros problèmes. Ensuite, cet hiver, je vais faire 2-3 cours de mécanique avec le pit stop, juste m'assurer que je suis capable de bien préparer mon vélo avant la semaine de course. Puis, c'est vraiment, au final, je pense que c'est tout le temps, quand t'as moins de support comme ça, ou même quand t'as du support, je pense que c'est vraiment une question de mettre les chances de ton côté pour éviter les problèmes. Donc, tu sais, si j'approche ou si je me lance dans la semaine de course avec un bike qui a déjà un problème, admettons, tu sais, ça revient au même. Si je me lance dans une saison de DH avec déjà un problème, avec un mal de poignet, un mal de coude ou whatever, ça va sûrement pas bien se passer, tu sais. Tandis que si je me lance dans une saison ou dans une course avec aucun problème, tout est prêt, puis il y a aucune raison qu'il y ait quelque chose de mal qui se passe dans les faits. Donc c'est pour ça, tu sais, si j'ai toutes mes roues de prêt, tous mes pneus montés et tout le kit, tout va bien se passer. Donc c'est ça, j'ai mon père aussi qui va être là, qui va m'aider. Bon, là, mon père il m'aide tout le temps, mais il va m'aider clairement plus l'an prochain, donc ça va être cool. J'ai hâte. C'est vraiment super intéressant. J'ai bien hâte de voir comment la saison va se dérouler pour toi. Merci beaucoup. On va te suivre avec attention et avec plaisir. Merci, non, ça va être le fun, j'ai bien hâte. Mais on a parlé de transition vers l'élite et puis c'était un choix, une décision puis tout ça, mais je pense que au niveau de tes résultats, de tes performances, ça a joué ou ça a apporté un déclic. Ouais, non, tout à fait, intéressant. Exactement comme tu as mentionné, il n'y a pas vraiment eu de moment que je me suis dit, OK, bon, allons-y, je vais faire un peu moins d'école, je me concentre sur le vélo. Ça a vraiment été graduel et ce sont des opportunités qui sont venues à moi au cours des années qui ont fait en sorte où est-ce que je suis aujourd'hui dans les faits. Et c'est ça, je pense, c'est sûr que bon, quand j'étais jeune, je faisais des courses et tout se passait bien. Je coursais en 2016, 2017 dans le coin ici en Eastern States Cup et tout, puis je gagnais souvent les courses et j'étais content. Mais il y a clairement certains résultats que j'ai fait peut-être qui m'ont dit qui m'ont fait dire OK, wow, je suis bon en vélo montagne de course, en DH. En comparant avec les autres, là. Exactement. Et je dirais que la première course qui m'a vraiment ouvert, qui m'a fait dire OK, wow, je suis très très bon. C'est en 2018, les championnats canadiens. Je roulais, en fait, Mathieu Dupel, le team manager de l'équipe Forbidden aujourd'hui, et anciennement à Kona. En 2018-2019, il m'a aidé avec, il m'a comme prêté un vélo et tout, il me donnait du support et tout, donc c'est super, super cool. Et là, c'est ma première année en 2018 que je roulais avec son aide à lui. Et les championnats canadiens en 2018, j'avais été là-bas déjà en 2017. Et là, en 2018, c'est nouveau vélo, puis tout allait très, très bien en 2018. Et je m'en souviens, les championnats canadiens,
bon, en qualif, je m'en souviens plus trop j'avais fait quoi, mais en seeding, la course, là, je suis arrivé, j'ai gagné ma catégorie, et ensuite, là, j'étais en cadet, j'étais en catégorie, non, même pas en cadet, en minime, ou en, je sais pas c'est quoi le nom, 13 ans, 14 ans. Et j'avais gagné chez les 15-16 aussi, et chez les juniors, j'étais arrivé deuxième, à genre 0.5 de Ethan Chandro, qui roulait très, très... Non, faux. Ethan Chandro, il avait gagné chez les juniors, et lui, était en cadet, et moi, je suis arrivé à 0.5 d'Ethan Chandro, qui roulait très, très fort, qui a très bien roulé dans ses débuts en Coupe du Monde, du moins. J'avais battu Lucas Cruz, que j'étais assez impressionné. Tu sais, Lucas Cruz a fait des excellents résultats, autant en junior qu'en élite. J'avais battu Seth Sherlock, j'avais battu Ilya Jeminson, et c'est tous des gars, tu sais, que je idolisais un peu, dans les faits, tu sais, qui roulaient très, très bien, puis je suis genre, wow, mon Dieu, voir que je viens juste de faire une run, puis que j'ai battu ces gars-là, et j'étais impressionné, j'étais comme, wow, voir que je viens de faire ça. Et là, je suis comme, ok, ben, je suis quand même vraiment bon, j'imagine, tu sais. Si j'ai battu tous ces gars-là, puis ces gars-là, tu sais, sont connus, tout le monde parle d'eux dans l'Ouest et tout, c'est des Lucas Cruz, tu sais, c'est une genre de star, puis je suis comme, wow, voir que je viens de faire un meilleur temps que Lucas Cruz, j'ai 14 ans, puis genre, je fais juste rouler l'été à Bromont parce que j'ai du fun, là, tu sais. et là, c'est à ce moment-là que je suis comme, wow, ok, ben, je suis quand même très, très bon. Et en 2019, j'avais fait une course pas super bien en début de saison. Ensuite, j'ai fait une très bonne course après. J'ai battu d'autres gens et tout. J'étais comme moi, ok. Et là, en 2019, au Crankworks, donc plus tard au mois de août, j'ai gagné ma catégorie. J'étais en cadet, cadet première année. Chez les juniors, je sais pas trop j'avais fait quoi, mais chez les élites, tu sais, t'avais quand même des gros noms. T'avais pas tous les gens de la Coupe du Monde qui coursaient, mais tu sais, t'as Troy qui a gagné, t'avais Connor Furin. Mais je m'en souviens, j'avais fait un temps, je suis arrivé comme 14e chez les élites peut-être. Tu sais, j'étais top 15 chez les élites. J'étais première année cadet. Et là, c'est à ce moment-là que je me suis dit, wow, ok, ben, je suis quand même vraiment, vraiment bon. Tu sais, puis je faisais, bon, c'est sûr que je mettais de l'effort, je raidais beaucoup, mais je raidais beaucoup parce que j'avais du plaisir à raider. Encore aujourd'hui, mais, tu sais, je m'entraînais, mais j'allais au gym, je faisais un cours de spinning à mon gym local, puis je faisais des push-ups, des sit-ups, mais rien de plus, tu sais, j'avais pas vraiment d'entraîneur ou quoi que ce soit. Puis mon vélo, je m'en souviens, je roulais un chrono dans ce temps-là, puis j'avais demandé à Dupel au début de la saison, je suis comme, qu'est-ce que j'aurais mettre dans mes suspensions, tu sais, quelle pression j'aurais mettre? Il m'a dit, mais mets ça. J'ai mis ça, je me suis pas posé de questions, puis je faisais juste rouler mon vélo. Donc, c'est à ce moment-là que j'ai réalisé, ok, ben, je suis très, très bon. Si je mettais plus d'efforts à tester, à m'entraîner et tout, où est-ce que je pourrais me rendre? Mm-hmm. Et là, le potentiel et ouais, c'est ça, exactement. Le potentiel apparaît. Ouais, donc c'est là que j'étais là, je suis comme, ok, à quel point est-ce que je peux me rendre loin? Et tu sais, bon, j'ai tout le temps voulu être bon, tu sais, comme tous les jeunes, mais là, je suis comme, ok, ben, je pense que je peux peut-être le faire, tu sais. Et là, j'ai eu une offre, genre peut-être un mois ou deux, je m'en souviens plus exactement, un mois ou deux après, de commencer le mock-off. Et là, j'étais genre, ben, c'est commencé le Val-Nord à ce moment-là, puis en 2020, ils ont changé pour commencer le mock-off. Et là, je suis genre, wow, je reçois une offre de la meilleure équipe au monde, et je me disais, c'est fou. Tu sais, j'avais 15 ans, c'était difficile pour moi, littéralement, à 15 ans, quand tu reçois une offre d'une équipe comme ça, c'est quand même difficile, honnêtement. Tu sais, je savais pas trop quoi faire, là. J'étais... C'est déstabilisant. Ouais, exactement, c'est déstabilisant. C'était une expérience de fou, mais c'est ça, à ce moment-là, j'avais la difficulté à digérer l'opportunité que j'avais, peut-être, on peut dire. Il y a beaucoup de choses que j'ai appris dans les dernières années et que j'ai appris peut-être depuis que j'ai quitté Kansas Mokoff, que j'aurais aimé connaître avant. Ah ouais. T'sais, quand je roulais pour Kansas Mokoff, j'ai l'impression que j'étais là, j'étais jeune, puis l'opportunité est venue à moi comme ça. Et bon, je savais que j'étais chanceux d'être dans cette opportunité-là, mais je pense que je l'ai peut-être pas utilisé à son plein potentiel. Ça fait du sens. Tu sais, c'est cool, j'avais un mécano, j'avais de l'aide comme ça et tout, mais j'avais beaucoup d'aide et de ressources que je pouvais aller chercher que j'utilisais pas. Par exemple, tu sais, mon mécano, il connaissait tout sur le vélo. On avait un ingénieur clairement qui passait tout son temps avec Amaury, Thibaut puis Myriam, mais tu sais, si j'avais une question ou deux, il pouvait prendre le temps pour me répondre. Ben, c'est important pour que le rider connaisse bien ces choses-là lui-même, parce que c'est toi qui donne le feedback au mécano. Ouais, tout à fait. Et c'est ça le truc. Tu sais, moi, mettons, avant, en 2019,
je changeais de roue, je changeais de setting sur mes suspensions et je voyais pas de différence, mais tu sais, j'y pensais pas, j'étais tout jeune, puis le seul truc que je voulais faire, c'est aller vite. Et bon, c'est le seul truc que je veux faire, mais j'essaie de regarder d'autres façons d'autres façons d'arriver à cet objectif-là. Et c'est ça, tout ça pour dire que là, avec Ansel Mokov, à travers mes 3 années, j'étais content parce que j'ai appris à donner du feedback par rapport à ce que je ressens sur mon vélo. J'ai appris j'ai appris à voir des différences entre différents réglages, de suspension ou des réglages de vélo ou de cadre ou peu importe. Et c'est ça, je suis content parce que je me suis clairement amélioré à travers ces 3 années-là, mais depuis que j'ai quitté Transition, j'ai commencé à regarder, je me suis intéressé beaucoup plus aux géométries des vélos, les différents systèmes de plateforme, les différentes plateformes de suspension, désolé, je me suis mêlé un peu là. Et c'est ça, j'ai commencé à m'intéresser beaucoup plus pourquoi tel vélo fonctionne différemment qu'un autre vélo. Et maintenant, je pense pas que je suis pas un ingénieur et je me connais pas. Il y a encore certaines choses que je me connais peut-être un peu moins, mais je commence vraiment à m'y connaître et je peux comprendre pourquoi il y a certaines choses que j'aime moins et certaines choses que j'aime plus. Et un truc aussi qui est assez important, je pense, c'est de faire des liens entre la façon que tu roules, ton riding style. Admettons, je sais pas si tu regardes ça un peu, mais Finnair, il roule très différemment que Jackson, par exemple, voilà. Ouais. Et tu sais, Jackson, son vélo, bon, c'est réglage de suspension, mais aussi juste les chiffres sur son vélo, genre juste la façon que son vélo est conçu, tu sais, puis ajusté comme longueur de reach et tout le kit, ça change beaucoup, tu sais, selon la façon que tu roules. Donc Finn, c'est différent que Jackson, etc. Et j'aurais aimé avoir ce knowledge-là quand je roulais pour Ansel Mokov. Je pense que j'aurais pu être meilleur, honnêtement. Oui. Parce que depuis qu'Ansel Mokov, c'est rendu que, tu sais, c'est moi maintenant mon propre ingénieur, si je veux dire, tu sais. Donc, j'ai mon système de télémétrie et de suspension, puis c'est moi qui l'utilise et c'est moi qui regarde après, puis c'est moi qui change tout, tu sais. Certaines personnes m'aident, mais c'est moi principalement qui regarde, qui apprend comment l'utiliser, et qui essaie c'est moi qui essaie de sentir des trucs sur mon vélo. Et dans la position dans laquelle j'étais avant, je sentais des trucs sur mon vélo et je pouvais aller le dire à quelqu'un. Maintenant, je sens des trucs sur mon vélo, c'est à qui je le dis? Ben, c'est à moi. Donc, c'est moi l'ordinateur derrière qui essaie de procéder l'information que je me dis moi-même et qui essaie de faire des changements. Donc, bref, je m'y connais beaucoup plus à tous ces trucs-là maintenant et tout. Et je pense que si je m'y connaissais autant que maintenant, quand je roulais pour Ansel Mokov, je pense que ça aurait été plus le fun pour moi, tu sais, de travailler avec mon mécano à ce niveau-là. Et je pense que je me serais rendu plus loin. J'aurais eu un vélo qui aurait performé plus aux besoins que j'avais besoin, tu sais. Les choses auraient pu être différentes. Exactement. Mais bon, c'est tous des trucs qu'on apprend année après année, puis c'est ça, c'est cool de s'y intéresser. Puis tu sais, j'étais très jeune aussi. Je pense qu'il y avait personne d'autre de mon âge contre qui je coursais contre qui connaissait des choses sur les vélos comme ça aussi, là, tu sais. Hey, mon vélo de montagne, on n'arrête jamais d'apprendre, mais c'est encore plus c'est encore plus évident dans le monde de la course. Hein. Ouais, exactement. Non, tout à fait. Et là, c'est ça, c'est tout le temps, tu sais, on recherche, on essaie de trouver des mini-secondes, donc c'est tout peut jouer, là. Tout se joue dans des dixièmes de secondes. Là. Ah non, tout à fait. Ouais. Les courses sont tellement serrées aujourd'hui, là. Vraiment, ouais. Wow. En tout cas, je trouve ça tellement fantastique de t'entendre. Ouais, t'es un gars qui a tellement de drive, d'ambition, de potentiel, de motivation. Les échecs ou les difficultés qui se présentent devant toi ont pas l'air de t'arrêter. Et puis je pense que tu as un bel avenir devant toi. J'ai très hâte de te revoir sur les pistes de course pour voir comment tu vas performer. Ouais, merci beaucoup. On va être là pour t'encourager. Puis, tout à fait. Non, merci, j'apprécie. Et c'est cool. C'est cool d'avoir des gens autour de moi qui me supportent, c'est clair. C'est sûr que où est-ce qu'on est à Bromont et à Montréal ou au Québec en général, c'est vraiment pas connu comme sport ou comme discipline. Puis il y a beaucoup de gens ici qui font du vélo montagne qui ne suivent pas nécessairement la course et tout. Puis c'est normal. Là. Genre, mettons, moi je fais certains sports puis je suis pas nécessairement la compétition. Mais tu regardes en Europe. En Europe, c'est fou. Comme tout le monde connaît le sport, tout le monde connaît tous les riders et tout. Donc en tout cas, c'est impressionnant de voir différents pays puis différentes cultures autour des sports, on peut dire. Là. Mais par contre, c'est cool, je vois qu'au Québec en général ou à Bromont, il y a eu une petite redescente dans le DH. Comme toi, j'imagine, tu coursais quand c'était plus populaire, t'avais des 200, 300 inscrits, j'imagine. Là, c'est un peu moins, mais
tu sais, ça regagne popularité, puis tu sais, avec tous les efforts que que Pat Chartrand et tous les organisateurs basses font, c'est cool, ça regagne en popularité, donc je pense que ça s'en va dans une belle direction. Pour le plus grand plaisir des spectateurs et des amateurs. Exact. C'est génial. Écoute, Tristan, je te remercie infiniment. Ça a été vraiment une belle rencontre. Tout à fait. Merci encore, c'est cool. Ça fait très plaisir de t'avoir reçu. Puis si les gens veulent te suivre au cours de la prochaine saison, ils font la meilleure façon, c'est Instagram. Juste mon nom, Tristan Lemire. Pas de point ou rien de spécial. Sinon, je mets aussi des trucs sur Facebook un peu pour mes grands-parents des fois. Donc, Facebook et ouais, voilà. Et c'est super, fait qu'on te suit. Puis tout le monde, j'espère que vous avez apprécié l'épisode. S'il vous plaît, partagez-le. Et puis, vous pouvez aussi envoyer des commentaires. N'hésitez pas à liker, abonnez-vous à la chaîne. Et puis, soyez là pour le prochain épisode. Merci tout le monde. À bientôt. Beaucoup.